Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition en 3 parties ce matin avec le JT des territoires dans un instant que je vais vous présenter. Puis Territoire d'Info, l'invité politique aujourd'hui c'est Franck Proust qui est candidat aux Européennes sur la liste des Républicains qui sera en direct sur ce plateau. Enfin Territoire Sénat avec l'actualité du Sénat en fin d'édition. Tout de suite c'est le JT des territoires, on s'y retrouve dans un tout petit instant. On démarre ce JT tout de suite. Toute la semaine, l'établissement français du sang à Nîmes organise une collecte gastronome pour les donneurs de plasma. Le principe est simple, offrir aux donneurs une collation 3 étoiles organisée et préparée par des grands chefs. Les 2 précédentes éditions ont montré que l'événement permettait d'attirer de nouveaux donneurs. Pendant le mois de mai, les besoins de l'établissement sont d'autant plus importants, en cause l'absence de collecte durant les jours fériés et l'anticipation de la baisse de fréquentation durant les vacances d'été. Reportage d'Anne-Sophie Pellegrini pour Via Occitanie qui s'est rendue sur place. Asperges avec extraction de champignons, maquis de morue agrémentés d'olives pitcholines, port de la ferme de Beauregard et fraises. Voilà ce que prépare le chef cuistot nîmois Vincent Croizard dans cette cuisine aux allures d'hôpital. Nous sommes à l'établissement français du sang à Nîmes et cette semaine, pour les donneurs de plasma, la collation est celle d'un grand restaurant. C'est utile. Je suis moi-même donneur de plaquettes parce que voilà, c'est nécessaire et c'est utile pour les gens, pour la santé en général. Et puis voilà, et puis c'est aussi une vitrine pour nous pour pouvoir montrer ce que l'on fait. L'objectif de l'EFS est d'atteindre 200 donneurs au terme de l'opération. Ce lundi, une trentaine de personnes étaient inscrites à laquelle s'ajoutaient quelques donneurs spontanés. Les 2 précédentes éditions montraient que l'événement permettait d'attirer de nouveaux donneurs, mais aussi de réinciter d'anciens donneurs réguliers. C'est de donner quelque chose et recevoir en retour, et sans rien demander pour autant, rien de plus beau. Pour faire un don de plasma, les volontaires doivent être disponibles environ 2 heures. Après avoir rempli un questionnaire suivi d'un entretien médical, ils sont amenés en salle de prélèvement où ils patienteront 45 minutes à 1 heure avant de récupérer autour d'une collation gastronomique, mais seulement jusqu'au 25 mai. On sera dans le sud-est à présent, à Vitrolles, où une filiale de la Poste ouvre ses portes, celle de sa plateforme notamment. Un tremplin pour une partie de ses salariés en insertion. Ils sont chargés de trier plusieurs milliers de tonnes de papier recyclable chaque année. Et Manon Mujica pour Provence Azur TV s'est rendu sur place. Regardez. Ils mettent la main à la pâte, ou plutôt au papier. Bienvenue sur le site vitrolé de Nouvelle Attitude, une entreprise d'insertion qui donne une seconde chance aux personnes et aux matières. Ici, des milliers de lettres, cartons et magazines arrivent en provenance de tout le sud de la France dans le but d'être recyclés. On fait partie donc du groupe de la Poste et on se sert des liaisons postales qui nous acheminent le flux papier qui vient principalement des PME et TPE de la région. De par les retours des camions postaux, nous recyclons aujourd'hui 8500 tonnes sur la plateforme uniquement de Vitrolles. L'entreprise facture le service entre 10 et 20 centimes tous les 1000 contenants. Une marchandise qui sera revendue à des papetiers, 150 € la tonne par exemple pour les magazines. Charge aux salariés de trier cette matière première en fonction des couleurs et des qualités. Des personnes jusqu'alors éloignées de l'emploi au profil très varié. Plus loin, Michel, cariste, a quitté l'école à 16 ans. Sans baccalauréat, il a longtemps enchaîné les boulots d'intérim. Ma carrière professionnelle, je la décrirais avec des hauts et des bas. Vu qu'en intérim, c'est que du provisoire et les CDD, c'est que du provisoire, quoi. En tout, sur les 12 employés, 7 sont bénéficiaires d'un CDDI, un contrat d'insertion. L'activité est florissante. Nouvelle Attitude a enregistré 1 300 000 € d'excédent en 2018. L'entreprise projette d'augmenter sa capacité de tri à 14 000 tonnes cette année. De quoi développer aussi les perspectives pour l'emploi. À l'échelle de l'Hexagone, Nouvelle Attitude a accompagné 104 personnes l'an dernier sur ces 6 plateformes, avec un taux de retour vers l'emploi de 73%.
Et dans ce JT, on reparle de la vidéosurveillance. Dans le Pas-de-Calais, 2 gares viennent d'être équipées de caméras de vidéosurveillance. Prises en charge par le conseil régional en partenariat avec la SNCF, elles ont vocation à permettre d'améliorer l'accueil et la sécurité surtout des voyageurs dans et aux abords des gares. Reportage de Marie Liman pour WEO TV, notre partenaire dans le Nord. À Hénin-Beaumont, d'ici la fin de l'année, 119 caméras garderont un œil sur les rues de la ville et 14 d'entre elles viennent d'être installées dans la gare. Selon un questionnaire diffusé par la mairie, 90% des habitants sont favorables à ce dispositif. C'est bien, il y a plus de sécurité comme ça. J'ai vu des actions qu'il ne fallait pas faire, quoi. Du coup, il n'y avait pas de caméras. Maintenant qu'ils ont mis des caméras, je pense que les gens ils sont plus sécurisés. Reliées à un centre de supervision, elles permettent un visionnage en temps réel. Une bonne nouvelle pour le maire. Il y a une dizaine de gares qui seront équipées de caméras et tout ça va dans le bon sens puisque c'est une volonté des élus locaux mais aussi des habitants, des citoyens. L'opération est coûteuse, 135 000 €, financée entièrement par la région. Une priorité pour celle-ci. Quand on est arrivé en 2015, nous avons constaté qu'il y avait plus de 7500 actes malveillants qui se produisaient sur le réseau ou dans les gares. Et cela, ça contribue à donner peur, à rendre de la peur et donc à éloigner les habitants de ce service de la SNCF. En 2021, 8 caméras supplémentaires seront installées aux abords de la gare, cette fois-ci cofinancées à 50% par la région et la ville d'Hénin-Beaumont. Île-de-France maintenant, le ticket magnétique va bientôt disparaître de nos portefeuilles et de nos poches. Dès fin septembre, les voyageurs franciliens pourront faire valider leur titre de transport avec leur smartphone. Une explication de Sébastien Côté de Via Grand Paris qui a essayé. Regardez. Il vit ses dernières heures. Le ticket magnétique va bientôt disparaître de nos portefeuilles et de nos poches. Dès fin septembre, les voyageurs franciliens pourront faire valider leur titre de transport avec leur smartphone. Ils devront passer par l'application Île-de-France Mobilité. Avantage du dispositif, il fonctionne même lorsque le téléphone est éteint. Une expérimentation avait été lancée en juillet 2018. Les 3500 testeurs ont en majorité approuvé. 80% des utilisateurs se sont déclarés satisfaits du service proposé et 88% se disent prêts à le réutiliser. Une seule limite au système, il ne fonctionnera pas avec Apple. L'Île-de-France, c'est 50 millions de touristes du monde entier qui viennent visiter Notre-Dame, Disneyland, Versailles et qui, quand ils arrivent à l'aéroport, ne pourront pas télécharger sur leur smartphone Apple leur ticket de métro. Et je regrette que la priorité ne soit pas donnée par Apple à l'Île-de-France. Heureusement, nous avons Samsung et bientôt Huawei. La SNCF tient à rassurer les usagers non détenteurs de smartphone. Une carte sera vendue pour voyager en Île-de-France. Et le carnet de ticket de métro sera remplacé par une carte magnétique qui s'appellera le Navigo Easy. Le Navigo Easy qui pourra aussi être téléchargé sur votre smartphone, mais qui pourra aussi être à la main pour tous ceux qui n'ont pas de smartphone. Je pense aux personnes âgées, je pense aux enfants. Et ce Navigo Easy sera un porte-monnaie électronique comme il y en a à Londres et permettra de charger les carnets de tickets sur une carte. La fin des tickets est prévue pour 2021. À quelques jours des élections européennes, dimanche, l'Europe autrement. Chaque année, à l'occasion des rencontres internationales du théâtre de Talange, des centaines d'élèves venus de toute l'Europe se réunissent le temps d'une semaine pour préparer un spectacle artistique. Ce projet éducatif Erasmus est alors l'occasion de se retrouver, de travailler ensemble en dépassant la barrière de la langue. Un reportage de Jean-François Ambroise pour Via Mirabel. Regardez. Ils sont allemands, italiens, hongrois et français. Mais derrière leur masque, ils deviennent les acteurs d'une même comédie. Durant une semaine, ils ont écrit et monté un spectacle qu'ils présenteront dans le cadre de Chemin de Traverse, un échange culturel européen initié par le collège Le Breuil de Talange. Le projet rassemble des participants venant d'Allemagne, de Neukirchen, mais de Budapest, et d'Italie, et de Pomezia, et de France. Donc il y a 6 établissements scolaires qui y participent, qui rassemblent là, je crois, 243 participants, et des enseignants. Et donc il y a une dynamique comme ça, un souffle qui est un souffle important, un souffle européen. Théâtre, danse, masque, voix, marionnettes, ateliers vidéo et musical, les disciplines abordées sont riches et variées. Maxime, lui, a fait la découverte du théâtre corporel, tout en se sensibilisant au destin des migrants. Le thème, c'est des enfants
Des enfants qui sont tout seuls sans parents et tout, ils doivent essayer d'échapper à la guerre, aller dans un autre pays. Parce que le langage du corps est universel, les artistes intervenants ont surmonté la barrière de la langue pour partager leur discipline et délivrer leur message. Le métissage, c'est nous, c'est l'humanité, c'est l'espèce humaine. Ça se passe, quoi qu'il arrive. Plus on parle de langue, moins on a des frontières dans la tête. Parce que les frontières, c'est là. C'est pas forcément seulement les pays. Regardez en dehors de son propre jardin, ça fera du bien. L'objectif de ce projet Erasmus, collaborer au-delà des différences pour faire taire les préjugés et permettre à la jeunesse de dessiner les contours de l'Europe de demain. Voilà, ce JT des territoires continue avec les unes de la presse quotidienne régionale et la revue de l'actualité. A tout de suite. On démarre avec la une de la Marseillaise, le cas Vincent Lambert, otage du débat sur la fin de vie. Bonjour Saveria. Énième coup de théâtre dans cette douloureuse affaire Vincent Lambert, cet homme en état végétatif devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France. La Cour d'appel de Paris a ordonné lundi soir la reprise des soins, interrompue le matin même, un simple sursis, le temps que le Comité international des droits des personnes handicapées puisse examiner son dossier. Ce nouveau rebondissement replace au cœur du débat la question de la fin de vie. Quels sont les critères qui permettent de reconnaître qu'une personne est en fin de vie? Le débat est loin d'être clos, selon les spécialistes. Et puis elle a une de Paris-Normandie, Le Havre, 2 listes dans un mouchoir. Le Havre, c'était la ville dont le maire était le Premier ministre, Édouard Philippe. Ils sont encore au coude à coude pour les européennes. Le Rassemblement national est en tête du sondage BVA Paris-Normandie avec une hausse de 2 points. Le Rassemblement national passe en tête des intentions de vote pour les élections européennes à 23%, juste devant la République en marche, qui est stable à 22%. La liste des Républicains reste stable en 3e position à 13%. La France Insoumise et Europe Écologie Les Verts sont au coude à coude, respectivement à 8,5% et 8%. 40% des électeurs se disent encore incertains de leur vote. À la une de l'Est éclair, c'est la colère et la déception sur Parcoursup après le bug. Après le bug qu'a connu Parcoursup, les victimes se disent anéanties. Savoir qu'on est pris, puis ne plus l'être, c'est pire qu'être refusé d'entrée, témoignent des lycéens. 7% d'entre eux auraient été affectés, le ministère lui assume. Cette année, des directives auraient encouragé les formations à majorer les surréservations par rapport aux années précédentes. En clair, à faire du surbooking, responsable en partie des mauvaises surprises réservées aux étudiants. Plusieurs présidents d'universités demandent aujourd'hui à la ministre Frédérique Vidal des explications. À la une de la Voix du Nord, le grand journal du groupe Rossel, c'est la santé au travail. Et ça va mal de ce côté-là. La région Hauts-de-France est plus malade qu'ailleurs. Les salariés de la région sont même davantage exposés aux accidents de travail et aux maladies professionnelles. Hier, à Lille, était présenté l'Atlas de la santé au travail. Résultat, la région est plus exposée que les autres aux accidents du travail. Les salariés du régime général dans les Hauts-de-France sont plus victimes qu'ailleurs, avec 37 cas pour 1000 salariés, contre 33 dans le reste du territoire. Cette surexposition s'explique en partie par le poids de l'industrie et des services à la personne. Vous savez que cela peut augmenter les distributeurs d'argent bientôt plus chers. C'est à la une du Télégramme ce matin. Les retraits de billets vont-ils coûter plus cher? Les banques réfléchissent à augmenter les commissions qu'elles font payer aux clients des banques concurrentes, en particulier les banques en ligne. Une solution envisagée par certains pour faire face à la concurrence digitale. Une possibilité serait que les établissements, même les concurrents, partagent leurs distributeurs, comme suggéré par les autorités financières. Mais la partie jouée par les banques traditionnelles semble loin d'être gagnée. Cela risque d'être difficile de relever les commissions. Ce n'est pas dans le sens de l'histoire, estime un connaisseur du secteur bancaire qui s'exprime justement dans le Télégramme. Merci Saveria. Dans un instant, le club de la presse, Guillaume Doyen, Thierry Dupont. A tout de suite. Bonjour Thierry Dupont de l'Express. Bonjour Cyril. On va parler d'un papier des dossiers de l'Express cette semaine. Le sauveteur est conduit. Le sauveteur, c'est Emmanuel Macron. Vous allez expliquer dans un instant pourquoi. Et puis bonjour Guillaume Doyen. Vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. Et vous allez remettre bientôt des trophées. Il y en aura 8. Et c'est des trophées qui s'appellent Fier de ma commune. On va expliquer pourquoi et à qui surtout vous allez remettre ces trophées dans un instant. On parle d'Europe d'abord avec un Emmanuel Macron qui a mis l'Europe au cœur de son projet, Thierry Dupont. Les Allemands, eux, n'ont pas répondu férocement à son enthousiasme. On peut dire et on peut lire dans ce papier de Corinne Laïc. Ils cherchent de nouvelles voies.
Oui, parce que lorsqu'il est élu en mai 2017, Emmanuel Macron a mis l'Europe au cœur de son projet. Pour lui, la souveraineté de la France passe par l'Europe. Il fait un grand discours en septembre 2017 à la Sorbonne, où il parle d'une vision conquérante de l'Europe. Puis depuis, les avancées sont assez maigres. Notamment parce que disons que ce que nous on appelle le couple franco-allemand et que les Allemands appellent le moteur franco-allemand connaît quelques ratés. Les Allemands sont un peu las de ces Français qui promettent toujours de faire des efforts sur le plan économique et qui ne les font pas, en tout cas pas suffisamment aux yeux de la droite allemande, notamment parce que c'est la CDU qui règne. Donc voilà, les Allemands s'agacent. Et maintenant, à l'Élysée, on dit écoutez, oui, ça marche pas si bien que ça, le couple franco-allemand, donc assumons nos divergences. Et on est exactement dans cette période-là où on assume ces divergences. J'en veux pour preuve la récente interview de la chancelière Angela Merkel qui parlait de confrontation. Alors il y a eu des problèmes de traduction, voilà, mais en tout cas on peut dire que ça marquait quand même qu'il y avait qu'on n'était pas forcément raccord sur tout, loin de là. Guillaume Doyen, est-ce qu'Emmanuel Macron, par rapport à ses prédécesseurs, a la bonne distance, le ton juste employé face à ce puissant voisin, qu'il a d'ailleurs toujours été puissant? Qu'il a toujours été. Il a eu beaucoup de mal à trouver ses marques dans cette affaire et finalement a avoué qu'on avait deux pays et deux modèles complètement différents de façon d'appréhender l'Europe. Un pays avec un très fort excédent commercial, l'Allemagne, la France avec un déficit commercial plutôt inquiétant, l'un qui profite très largement de l'euro, l'autre qui peut s'en plaindre aussi. Donc finalement ce moteur il n'est pas fait pour tourner correctement. Je me rappelle une relation au monde qui est différente aussi. Une relation au monde qui est différente, une relation et qui a été finalement reconnue difficilement. Vous vous rappelez de Hollande qui arrive au pouvoir et qui faisait un peu je vais tordre le bras des Allemands, on va renégocier les traités, on va un peu assouplir. Nicolas Sarkozy aussi, on pourrait dire. Mais ils y sont jamais arrivés. Ils ont obtenu ils ont obtenu des morceaux d'accord avec les Allemands. Ses prédécesseurs, c'était ma question, n'ont pas mieux réussi. Non, ils ont pas mieux réussi. Et il y a quelque chose de vicié, si vous voulez, dans ce moteur qui est plutôt une expression peut-être plus juste que couple, parce que couple, il y a un peu d'affect dedans. En réalité, on ne parle pas d'affect, on parle bel et bien d'argent et de modèle de développement. Non, mais je trouve ça qu'entre pays, parler d'affect, c'est un peu... parlons de politique plutôt, quoi. Donc, mais il y a quand même deux modèles différents et ils sont quand même difficiles à accorder par les temps qui courent. Alors, c'est une nouvelle donne. Est-ce que la France apprend de ces alliances à géométrie variable, au fond? On a vu en même temps que l'Allemagne n'était pas non plus si bien que ça avec les États-Unis. Les relations entre Donald Trump et Angela Merkel sont extrêmement froides. Oui, mais parce que l'Allemagne craint beaucoup, leur sujet qu'il y a deux relations au monde qui sont différentes, c'est que la France voudrait assumer la puissance européenne. L'Allemagne en a un peu peur parce qu'elle se dit « oulala, je risque de mettre à mal mes relations commerciales ». Et on le voit bien, dès que les Américains haussent le ton, les Allemands sont davantage prêts à composer. On le voit dans les traités internationaux, dans les traités de libre-échange. Donc la France, elle, voudrait essayer de construire quelque chose, puisque visiblement, ça ne fonctionne pas si bien avec l'Allemagne. Donc il y a la tentation... effectivement de contourner parfois la puissance allemande, de nouer des accords avec d'autres pays. Et je dirais que c'est indispensable parce que l'Europe, elle ne se résume pas au moteur franco-allemand. Et la France a longtemps négligé les pays de l'Est, alors que l'Allemagne, elle, en a fait l'un des axes de son développement, notamment économique. Et donc la France, aujourd'hui, essaie de voir s'il n'y a pas des moyens de nouer des accords, par exemple avec la Pologne, par exemple avec la République tchèque. Avec les alliances à géométrie variable. Exactement. Guillaume Doyen, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre? La Commission a le monopole de l'initiative législative, comme on dit, et puis élus au suffrage universel, au fond, les eurodéputés, comme on va le voir donc dimanche prochain, ne peuvent déposer de propositions de loi. C'est curieux comme système, non? C'est un système extrêmement curieux. C'est pas de nature à faciliter la lisibilité.
des Ah choses. non, il est parfaitement... Ni le sentiment démocratique. Ni le sentiment démocratique. C'est parfaitement incompréhensible pour les citoyens des démocraties qui sont habitués à des On systèmes distingue la Commission totalement et différents. le Parlement. Hein. Oui, mais Et le Conseil, qui regroupe les gouvernements. Voilà, donc les commissaires européens ne sont pas des ministres. Il y a effectivement ce souci-là, cette architecture institutionnelle qui n'est toujours pas comprise et qui explique pour bonne partie, en effet, la désaffection aux élections des citoyens. Il y a quand même un paradoxe, c'est que là on va élire 751 députés européens. Ce sont des gens qui votent des lois, mais ces lois peuvent être torpillées par les décisions du Conseil qui réunit les différents gouvernements. Donc pour le citoyen, et on l'a bien vu que l'Europe, elle pouvait être facilement accusée de tous les maux. C'est un peu facile, hein, mais on voit bien la poussée nationaliste, identitaire, qui monte à peu près partout. On l'a vu chez nous, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait quand même une grande incompréhension par rapport à ce qui se passait à Bruxelles et à Strasbourg. Le système tel qu'il est, l'architecture telle qu'elle est en place, ne permet pas une meilleure compréhension, une meilleure appréhension des problèmes. C'est la une de l'Express. L'Europe, peut-on encore éviter le naufrage ? Eh bien, ce n'est pas sûr. Avec un radeau sur lequel on voit les principaux leaders européens en train d'essayer de regarder au loin avant d'aboutir quelque part. Guillaume Doyen, on va parler de trophées maintenant, que la Gazette des communes va remettre. Il y en aura 8, je crois. Fier de ma commune. Ouais. Alors, peut-on être fier de sa commune ? On peut être fier de sa commune si vous êtes agent territorial, si vous êtes simple citoyen, si vous êtes élu et que votre commune ou votre intercommunalité fait des trucs que vous trouvez bien. Même les citoyens peuvent concourir pour leur commune. Oui, pour leur commune. S'ils sont contents de leur commune, ils doivent le faire savoir. On a un site fierdemacommune.fr. On va décerner 8 trophées. Ça va concerner la famille, solidarité, l'aménagement, etc. Si ces gens-là sont satisfaits, eh bien, ils viennent se connecter sur le site, ils le disent, c'est très facile, ils déposent leur petit dossier rapidement, ils disent « moi je suis content de ma commune parce qu'elle a fait ci, parce qu'elle a fait ça ». Il faut faire vite, c'est jusqu'au 10 juin. On fait ça avec l'Association des maires de France et France Info. Et on remettra 8 trophées. Donc, le 1er juillet, ce sera François Baroin, le président de l'Association des maires de France, qui les remettra. On fait ça évidemment parce qu'on a vu à quel point c'était important la démocratie de proximité. On parlait de l'Europe là, mais la démocratie communale, on a vu à quel point c'était important dans la crise dans laquelle nous sommes. Donc, il faut faire savoir que les élus font des choses très utiles sur le terrain. N'hésitez pas à aller sur fierdemacommune.fr. Fier de ma commune. Dites-moi, Guillaume Doyen, les communes, avec ces élections européennes, elles vont être plutôt renforcées ou amoindries ? Ni l'un ni l'autre. Je ne pense pas que ça ait des conséquences directes sur elles. En revanche, dans le système démocratique global, si les élections européennes, si vous voulez, sont des élections au fond françaises, ça peut, et que Macron se ramasse, ça peut annoncer éventuellement de grands changements ou aussi un vent de changement pour les élections municipales de 2020. Là, ça peut être aussi un test pour savoir ce qui va se passer. Mais non, les élections européennes et les élections communales sont quand même deux choses très différentes. Ça peut donner une tendance sur ce que vont faire les électeurs. Est-ce qu'ils vont aller vers le grand changement ? Autre question. L'étage et là, j'allais dire la composition de la commune, de ces petites collectivités locales, il est le même partout en Europe, c'est unifié? Pas du tout. Pas du tout. Nous avons gardé à peu près la plupart de ce qui étaient les paroisses de l'Ancien Régime. Il y en avait 44 000, on en a 35 000. Donc en France, il y a une espèce de permanence de l'échelon communal. On a procédé à... C'est regroupé ailleurs ? Oui, prenons le cas de la Belgique. Dans les années 70, ils ont regroupé drastiquement le nombre des communes. Ils l'ont fait baisser énormément. En France, ça ne s'est pas fait. Il y a un attachement singulier à la commune. Mais si on réfléchit bien, c'est à la commune et surtout au maire qui a un attachement. C'est l'élu de proximité, l'élu immédiat. Il n'est pas seulement le représentant... Quand même, je fais partie de ce village et pas de celui-là. Oui. Qui est à 2 km. Oui, mais alors n'oubliez pas que dans notre pays, qui est quand même par endroits très peu peuplé, le maire, c'est aussi un agent de l'État, c'est un représentant de l'État, c'est un représentant de la République dans chacun de ces villages. Donc dans un village de 45 habitants, le représentant, quand il n'y a plus de service public, il y a le maire à côté de chez vous, et c'est lui qui représente l'État. Il a même la qualification d'officier de police judiciaire, je vous le rappelle. S'il y a un vainqueur
en tout cas quelqu'un qui tire profit de la sortie, on n'est pas encore sorti, de la crise des Gilets jaunes, ce sont bien les maires. Leur rôle et leur importance ont été réaffirmés, absolument. On l'a vu, le président de la République discuter avec eux à plusieurs reprises, et on a bien senti le besoin de proximité, comme vous le disiez. Le futur statut de l'élu devrait les conforter en ce sens. Merci Thierry Dupont de l'Express, Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions. Vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'émission, après le passage sur ce plateau de Franck Prouvost, qui est candidat aux européennes sur la liste LR et qui sera notre invité politique. Vous le voyez sur l'écran. Tout de suite, c'est la météo des territoires. Ça sera radouci en France. On se retrouve juste après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, Franck Proust est notre invité candidat aux européennes sur la liste LR dans un instant, vous le voyez. Tout de suite, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le reste du monde avec le Zap Monde de TV5 Monde, aux États-Unis avec les manifestations en faveur de l'avortement, et puis en Algérie d'autres manifestations, celles-là, mais ce sont les étudiants qui manifestent dans les rues d'Alger. On se retrouve dans un instant après le Zap Monde avec Franck Proust. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Nous ne reviendrons pas en arrière. C'est le cri de colère de ces manifestantes pro-IVG. Elles protestent contre la décision de l'État de Géorgie d'interdire l'accès à l'avortement après 6 semaines de grossesse. Ces interdictions de l'avortement vont avoir un immense impact sur nos vies et sur les vies de nos filles. Donc nous sommes énervés et en colère. Nous sommes ici pour dire « nous ne serons pas contrôlés ». Les manifestations pro-avortement se sont multipliées partout dans le pays, car en tout, près de 28 États américains ont signé des lois identiques. Pour le moment, la plupart de ces textes ont été invalidés par la justice. Il est donc toujours possible d'avorter, mais cette vaste offensive des milieux conservateurs inquiète. C'est après l'arrivée du Ocean Lady et du Sunsea, 2 bateaux remplis de demandeurs d'asile du Sri Lanka sur la côte ouest canadienne, que le gouvernement Harper lance en 2010 une stratégie pour prévenir le passage de clandestins. Une stratégie qui se poursuit aujourd'hui encore sous le gouvernement Trudeau. C'est une opération qui vise à entraver les réseaux de passeurs à l'étranger avec l'aide des autorités locales. Un ancien employé fédéral qui a suivi de près cette opération à l'époque des conservateurs déplore certains moyens utilisés. Par exemple, en Guinée, le Canada s'est associé à un colonel inculpé en 2012 pour son rôle dans un massacre dans son pays où plus de 150 personnes ont été assassinées et plus de 100 femmes violées. La jeunesse algérienne ne lâche rien. Les étudiants se sont encore mobilisés par milliers, comme au premier jour de la contestation, pour exiger une transition démocratique du pouvoir. Nous ne voulons pas de cette élection parce que ce ne sera pas une élection honnête et que le régime ne changera pas. Ce sont nos demandes et elles sont très simples. Enchaînement de records dans le monde de l'art haut de gamme. Claude Monet est devenu mardi dernier le premier peintre impressionniste à dépasser les 100 millions de francs aux enchères avec cette toile de sa série des Meules. Mercredi, adjugé à presque 92 millions de francs, ce moulage en acier d'un lapin gonflable de Jeff Koons est désormais l'œuvre la plus chère d'un artiste vivant.
Des sommes gigantesques, reflet d'un marché de l'art en pleine euphorie depuis une décennie. Les nouvelles fortunes, les collectionneurs, les milliardaires qui veulent diversifier leur patrimoine et qui ont des capitaux illimités pour investir dans l'art qui reste une valeur refuge.